Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous résilience. Je suis très heureuse de vous inviter à ce 10e rendez-vous sur une thématique un peu plus intime que précédemment, à savoir la santé sexuelle et le cancer. En effet, c'est un sujet assez délicat à aborder, parfois même tabou, tout particulièrement pour les patients. Bien qu'il s'agisse d'un aspect essentiel de la vie et du bien-être de chacun, les effets de la maladie et des traitements peuvent avoir, les effets que la maladie et les traitements peuvent avoir sont souvent difficiles à exprimer. Ils peuvent générer des questionnements, des préoccupations, voire des appréhensions. Quels sont les impacts du cancer sur la santé intime et sexuelle? Comment les apprivoiser? Vers qui se tourner dans son équipe de soins? Comment en parler avec son conjoint? Autant de sujets que nous allons aborder ensemble ce soir, en interaction avec vous, patients et patientes de la communauté Résilience, et converser avec nos experts. Donc, je me présente en quelques mots, Anne-Sophie. J'ai moi-même été malade il y a une dizaine d'années. J'ai été investie à la fois au niveau associatif et professionnel sur des sujets cancer et patients depuis une dizaine d'années. Et donc ce soir, je ne me base pas sur ma propre expérience personnelle, je parle au nom des milliers de patients et de retours collectés sur le chemin depuis 10 ans. À mes côtés pour ce rendez-vous ce soir, j'ai la chance d'avoir deux personnes clés. Notre super docteur Fanny Jacques, psychiatre chez Résilience. Fanny a travaillé une dizaine d'années en cabinet spécialement avec des patients atteints de cancer. Elle a par la suite été entrepreneuse digitale sur la santé mentale et a rejoint l'an dernier Résilience pour travailler avec nous sur les sujets de santé mentale, justement. Nous avons également en ligne à nos côtés Sébastien Landry, qui est sexologue clinicien spécialisé en cancérologie. Il exerce notamment au Centre de cancérologie de la Sarthe, ainsi que pour la Ligue contre le cancer. Je le laisserai se présenter juste après. Nous avons également en ligne avec nous Sarah, qui sera également à votre écoute pour modérer les questions que vous poserez dans le chat, auxquelles nous répondrons tous les trois. Petit avertissement, comme d'habitude, merci d'éviter les questions concernant particulièrement votre parcours de soins personnel, étant donné qu'on est sur une approche générale et que la docteure Jacques euh, et Sébastien ne sont pas vos médecins traitants. Nous vous invitons à ajouter vos questions directement dans la partie questions et réponses, Q et R. Je les partagerai à Fanny au fil de la conversation. Enfin, sachez qu'en fin de live, nous vous soumettrons quelques questions de sondage pour avoir vos retours sur cette expérience et vos idées sur les thématiques que l'on pourra aborder par la suite. Fanny et Sébastien, je vous laisse vous présenter chacun à votre tour et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de résilience. Donc peut-être que certains me connaissent déjà. Et puis, eh bien moi, je vais être un peu feignante aujourd'hui. Je vais laisser faire l'expert, Sébastien. J'essaierai de compléter du mieux que je le peux sur la partie finalement, on va dire, un peu plus psychologique, puisque c'est ma casquette. Et puisque, et je pense que Sébastien nous le confirmera tout à l'heure, eh bien, évidemment que le corps et le cerveau, et pas que pour la sexualité, de toutes les façons, sont vraiment liés. Il y a une connexion étroite entre le cerveau et le corps, psychologiquement et physiologiquement. Et donc, et évidemment, c'est jamais 100% physique, 100% psychologique. Et c'est également le cas pour les problématiques de la sexualité pendant un cancer. Moi, ce que je vois, trois problèmes que j'ai pu aborder avec les patients et dont on reparlera peut-être avec Sébastien. La première des choses, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'anxiété de performance. C'est ce cercle vicieux justement psychologique et physique. C'est un peu, pour vous donner un exemple, c'est comme quand on dit qu'on doit absolument dormir parce qu'on a une très grosse réunion demain et que évidemment on ne s'endort pas. C'est ça l'anxiété de performance. Quand on se dit qu'on doit absolument avoir une pénétration vaginale ou absolument avoir une érection, bon bah évidemment le cerveau s'en mêle et ça fonctionne beaucoup moins bien. Le deuxième pan sur lequel j'interviendrai peut-être, c'est celui des symptômes psychologiques de façon générale, avec ou sans maladie d'ailleurs, du cancer. Quand on est
triste, quand on est un peu déprimé, quand on est anxieux, quand on est fatigué, quand on est un peu traumatisé par les médicaments, par une chirurgie, et ben évidemment, ça participe à la baisse de la libido, à des difficultés sexuelles parce qu'on a du mal à être vraiment dans le moment présent. Et puis le troisième pan dont on parlera, eh bien c'est un peu l'estime de soi et notamment physique, les complexes, les défauts entre guillemets, je mets les défauts bien sûr, que l'on peut se développer, imaginer tous ces questionnements sur notre corps qui vont finalement empêcher le lâcher prise pendant le rapport sexuel. Voilà, mais je pense que Sébastien aura beaucoup à nous en dire aussi et je le laisse se présenter. Merci, donc bonsoir. Donc moi je suis Sébastien Landry, donc sexologue clinicien. J'ai une spécialité en cancérologie. Ça fait une petite quinzaine d'années maintenant que je travaille au centre de cancérologie de la Sarthe, également pour la Ligue contre le cancer et aussi pour deux autres associations. Imagine, peut-être que certaines personnes d'entre vous connaissent, hein, pour les femmes qui ont eu un cancer gynécologique. Il y a aussi une association sur Nantes, plus localisée, qui s'appelle Ma Parenthèse, qui aide des femmes qui ont eu un cancer, peu importe quelle localisation, mais pour les cancers plutôt féminins. Donc moi, vraiment, je reçois beaucoup de personnes, hein, pendant, mais aussi après, dans l'après-cancer, parce que on se rend compte que des fois, pendant la maladie, on peut mettre entre parenthèses en fait sa vie intime, sa vie sexuelle, et puis elle peut après avoir du mal à repartir parce que oui, il y a des effets secondaires à la fois physiques, mais également bien sûr psychologiques. Et puis on sait très bien que le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Donc quand la tête, bah, il y a des angoisses, il y a des incertitudes, des questionnements, que le miroir ne renvoie pas forcément cette image de nous comme on l'avait avant, ben, ça va impacter aussi la sexualité. Donc il y a beaucoup d'effets secondaires des traitements, on le sait, qui vont rendre des fois difficile la sexualité et surtout que nous, on a tendance en fait à un petit peu trop, peut-être en France, peut-être dans d'autres pays également, mais à centrer la sexualité sur la pénétration. C'est une erreur, je pense, vraiment une erreur, parce que la sexualité, ça va beaucoup plus loin que simplement cet acte de pénétration. Et où des fois, je vois des couples qui me disent, ben, on n'a plus de vie sexuelle. Je dis, oh, c'est dommage, vous vous embrassez plus, vous vous touchez plus, vous caressez plus. Puis les gens me disent, si. Ah, je dis, je suis rassuré, il y a une vie sexuelle. C'est qu'en fait, souvent, c'est la pénétration, la problématique, parce que des hommes peuvent avoir une dysfonction érectile suite au traitement ou pendant la maladie ou avec de la fatigue, hein, ça arrive, hein, forcément. Et puis des femmes qui vont avoir des sécheresses assez importantes au niveau vaginal qui vont entraîner ce qu'on appelle nous des dyspareunies, donc des douleurs à la pénétration, et qui vont forcément rendre compliqués certains types de rapports sexuels. Donc en fait, on mise notre sexualité souvent sur ça, alors qu'en fait, bah, on a des mains, une bouche, un corps, des comportements, de la tendresse, et qui on peut arriver en fait à ce plaisir, parce que comme disait Fanny, cette angoisse de performance, elle est trop omniprésente, pas uniquement en cancérologie, dans toute la sexualité. C'est pas un acte de performance, c'est pas un sport, d'accord? Il y a pas une récompense à la clé. L'objectif d'un rapport sexuel, c'est de prendre du plaisir, de partager, de passer un bon moment en fait ensemble. Et il n'y a pas besoin de performance pour ça. Il y a besoin de communication, il y a besoin de se connaître, de connaître l'autre, et puis de se retrouver sur un chemin plutôt sympathique. Très juste tout ça. Merci, merci à tous les deux. Je vous propose de commencer cet échange en se basant sur la question, le témoignage reçu de Solène qui nous dit: Je m'appelle Solène, j'ai 28 ans et je suis atteinte d'un cancer du sein HER2+, oligométastatique. Depuis ma chimiothérapie, mes règles se sont arrêtées. Mon mari et moi n'arrivons plus à faire l'amour car pendant les rapports, j'ai des douleurs lancinantes à l'intérieur du vagin. Nous avons tout essayé, lubrifiant à la vitamine E, vaseline. Je mets même à l'intérieur de mon vagin des gélules à la vitamine E et huile d'onagre pour lubrifier la muqueuse, mais rien n'y fait. Ce n'est pas un problème de lubrification. Je ne sais plus quoi faire ni vers qui me tourner car dès que je pose la question à un docteur, on me dit seulement qu'il faut bien lubrifier et on ne cherche pas plus loin. Aidez-moi, s'il vous plaît. Merci bien cordialement. Alors merci beaucoup, hein, pour ce témoignage. C'est pas facile de répondre comme ça. On peut pas forcément avoir purement la réponse là, mais on a quelques pistes quand même. Oui, il peut y avoir dans les dyspareunies, donc dans ces douleurs à la pénétration, vraiment pas mal d'origines.
On en a deux qui sont assez fréquentes, les sécheresses vaginales, mais comme là, apparemment, tout ce qui a été utilisé, il y aurait peut-être pas, ça serait pas la cause première. Mais c'est fréquent qu'en cas de chimiothérapie, on perde beaucoup de masse musculaire. Et en fait, il y a le périnée qui va s'insérer, par exemple les muscles du périnée, donc qui sont le hamac qui soutient en fait les organes, vont s'insérer autour du vagin, hein, parce qu'il y a l'ouverture vaginale. Donc, ce qu'on appelle nous la fourchette, le vestibule, c'est plutôt le bas du vagin. Donc, si les douleurs, on a cette sensation qu'elles sont vraiment à l'entrée, à l'ouverture du vagin, qui a une difficulté à se faire, ça peut être une contraction au niveau, des contractures au niveau du périnée. Ça peut être ça. Donc là, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut utiliser toutes les huiles que l'on veut, tous les hydratants, tous les... Là, il y aura pas d'amélioration parce que c'est une tension musculaire. Là, on recommanderait plus. Déjà, moi, je pense qu'il faut toujours un examen gynécologique, hein, c'est hyper important. Et je recommanderais plus plutôt une rééducation périnéale par une sage-femme, par un kiné spécialisé, mais avec d'abord une détente au niveau du vestibule, donc de l'entrée du vagin, une détente musculaire et après une rééducation. Ça peut être ça, hein, parce que c'est vraiment très fréquent, en fait, plus qu'on le croit, hein, ces tensions musculaires qui impactent dans la sexualité. Après, c'est vrai que on a, euh, on a certaines choses, ça peut être une appréhension, hein, ça peut avoir j'ai peur lors du moment du rapport sexuel, et du coup des contractions qui se font de façon un peu involontaire. Ça peut être ça. Je dis pas que c'est le cas présent, hein, pour cette dame qui nous a fait ce témoignage, mais ça peut être aussi ça. Il faut savoir pour d'autres personnes, des fois la peur d'avoir mal. La peur de ne pas être à la hauteur dans la sexualité fait qu'on peut avoir des contractures au niveau des muscles qui rendent la pénétration compliquée. C'est ce qu'on appelle, nous, un vaginisme. Donc après, il y a plusieurs autres hypothèses, hein. Tout dépend de, de la patiente elle-même, en fait, de la personne, hein. Il faut pour cela consulter pour qu'on puisse nous creuser un petit peu plus, hein. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs origines possibles. Et la fatigue, on n'en parle pas assez, mais cette fatigue, hein, c'est dur d'avoir une excitation physiologique quand on est très fatigué. Donc, on peut ne pas avoir assez de sang qui afflue dans le vagin et du coup rendre la pénétration compliquée. On peut avoir également un amincissement de la muqueuse vaginale, de la vulve, qui rend douloureux quand il y a pénétration. Donc, vous voyez, on a plusieurs origines possibles. Mais un bilan gynéco, ça serait bien. Fanny, est-ce que tu as des choses à rajouter ou... Non, mais justement, oui, en un mot, enfin, en deux mots, je voulais parler aussi, oui, du vaginisme. Ça me rappelait un petit peu ça. Et après, c'est vrai qu'il y a un cercle infernal. On a mal, donc ensuite les muscles se contractent de façon inconsciente au niveau du périnée, et donc du coup on n'arrive plus à la pénétration, et donc du coup ça augmente la douleur, etc., etc. Et c'est vraiment, on dit que le vaginisme c'est comme un moucheron dans l'œil. En fait, on a pas, c'est irrépressible, quoi. C'est vraiment une contraction inconsciente, irrépressible. On ne peut pas s'en empêcher et on ne le ressent même pas. Et donc, il existe des techniques, et peut-être que c'est aussi par là que Solène doit se tourner. Tu parlais, Sébastien, de la rééducation périnéale. Et effectivement, se masser tout doucement, rééducation périnéale par des bougies très fines pour pénétrer tout doucement l'orifice vaginal, prendre vraiment son temps, etc. Ce sont des techniques de thérapie qui existent pour le vaginisme, à la fois physique et comportemental et cognitif, psychologique, et qui donnent des bons résultats. Et peut-être qu'elle pourrait aussi essayer de se tourner vers ça, Solène. Ouais, et moi je rajouterais juste qu'effectivement, euh, c'est un médecin de plus à aller voir. Et quand on est face au cancer, on a déjà par ailleurs beaucoup de rendez-vous médicaux, beaucoup de professionnels à aller voir, que c'est souvent à chaque fois un acte supplémentaire, que chez le gynéco, bah, il faut aussi avoir, quand on est pudique, bah, c'est compliqué aussi de devoir se déshabiller, d'être dans cette vulnérabilité. Mais même si vos règles se sont arrêtées, c'est quand même un conseil important de continuer à aller voir son gynéco pour la santé sexuelle, la santé intime que l'on a, cancer ou pas cancer. Donc, c'est sûr que ce conseil-là est bienvenu. Et puis voilà, enfin, c'est aussi quelque chose, vous pouvez en parler avec votre conjoint si vous n'avez pas envie d'aller à ce rendez-vous seul, puisque l'obligation n'est pas d'y aller seul et de se confronter à ces sujets seuls. Bien évidemment, l'intimité, ça se vit à deux, et donc en parler avec votre conjoint me semble effectivement essentiel. En tout cas, merci Solène pour votre confiance, et on espère que ces quelques conseils ont pu vous aider. Je vais enchaîner avec un autre témoignage qu'on a reçu là donc ce soir.
de quelqu'un qui souhaite rester anonyme et on respecte aussi ce choix-là, et qui nous dit, depuis le début de mes traitements, je n'ai plus d'envie intime avec mon partenaire. Est-ce dû à la fatigue générée par les chimios? Est-ce que l'envie et le désir reviendra une fois tous les traitements terminés? Alors, très très bonne question, hein, merci beaucoup. C'est très fréquent, bien entendu, on entend beaucoup ces troubles du désir sexuel qui sont complexes parce qu'il y a tellement d'origines possibles en fait, hein. Ça peut être à la fois hormonal, ça arrive parce qu'avec les traitements, on peut avoir une libido, c'est-à-dire le côté enfin, des hormones sexuelles, pardon, qui chutent. Donc c'est vrai que la libido, c'est comment on pourrait dire, un bon carburant pour le désir sexuel, mais il y a quand même la dimension psychologique qui est extrêmement importante dans le désir sexuel. Et oui, honnêtement, la fatigue et la fatigue liée au cancer, c'est pas une petite fatigue, c'est pas quelque chose qui disparaît comme ça. Je me repose, je dors, j'ai récupéré. Ça, c'est faux. On le sait. C'est une fatigue qui ne répond pas forcément au repos, qui est très handicapante. Et si vous voulez, déjà, si on prend que sur la fatigue, la sexualité, c'est pas vital. C'est-à-dire que ça peut être important pour mon équilibre, mais si demain, j'arrête d'avoir des rapports sexuels, ben, je peux très bien vivre. Le sommeil, c'est pas pareil. Donc, quand il y a une fatigue, la tête va un peu prioriser, c'est-à-dire qu'elle va envoyer des signaux plutôt de repos que des signaux d'excitation. Donc, ce qui va se faire, c'est qu'avec une grande fatigue et une fatigue chronique, la fantasmatique va avoir tendance à disparaître. Je ne vais plus penser à de la sexualité, je ne vais plus avoir de fantasmes, je vais plus être excité psychiquement par quelqu'un ou moi-même, dans la masturbation, etc. Parce que ça inhibe, en fait, le cerveau inhibe pour essayer d'envoyer des signaux de récupération pour dormir, pour récupérer. Donc la fatigue peut être un vrai frein vraiment au désir sexuel. Après, il y a beaucoup de choses. Les effets secondaires des chimios, c'est pareil, les angoisses, les questionnements. On peut avoir aussi je suis en train de réfléchir en même temps parce qu'il y a tellement de choses. Mais ça peut être... Je me suis un peu perdu. Ah, ça va sûrement revenir. Mais en fait, oui, vous avez raison, la chimio, la fatigue peut vraiment diminuer le désir sexuel. Ah, et je voudrais juste rajouter, ce qui est important, c'est que faut pas tout mélanger aussi. On peut des fois ne plus avoir envie de sexualité, mais avoir besoin de tendresse, avoir besoin de l'autre, avoir besoin de ces moments qui font partie de la vie intime. Parce que j'entends, moi, beaucoup de patients et patientes qui n'osent plus toucher leur partenaire, qui n'osent plus avoir ces moments d'intimité parce que n'ont plus envie de sexe et se disent, si je le touche, si je vais vers elle, va penser qu'il va y avoir un moment de sexualité. Et là, j'ai pas envie, donc ils se privent de tous ces moments. Et ça fait le toucher, le contact, les caresses, la tendresse vont être aussi un bon moyen d'essayer de redynamiser le désir sexuel. C'est très important parce qu'après, sinon, on a des petites angoisses, on n'ose plus toucher l'autre, on est en manque et en fait, le désir sexuel, eh ben, il disparaît. Donc tout ça, ça peut être lié aussi, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Fanny, est-ce que tu as des choses... Bah, non, c'était vraiment très complet. Le sujet de la fatigue est un sujet, en effet, qu'on a déjà abordé. Merci Sébastien. Non, moi, ce que j'ai juste envie de dire en quelques secondes, là, c'est moi, ce que j'aime bien dans la question et qui me rassure plutôt, c'est la fin. Est-ce que l'envie et le désir reviendra une fois tous les traitements terminés? Alors, il y a la partie physique, effectivement, et on sait qu'il y a des effets secondaires qui peuvent durer sur du long terme, mais en tout cas, sur la partie psychologique, moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est quand même plutôt bien parti et rassurer la personne, parce que rien que le fait qu'elle s'inquiète et qu'elle y pense, en général, c'est plutôt bon signe. Moi, ça me fait penser un peu à ces parents qui me disent: oh là là, mais docteur, est-ce que vous pensez que je suis un bon parent? Bon, bah, si se posent la question, c'est que c'est gagné. Ce sont ceux qui se posent jamais la question, pour lesquels, en général, ça va pas forcément très, très bien se passer. Euh, si la personne se pose la question de oh là là, pourvu que l'envie et le désir psychologique reviennent, bah, en tout cas sur ça, je suis assez confiante pour lui dire que ça va revenir, puisque visiblement, finalement, l'envie, elle est déjà là. C'est juste qu'elle est camouflée par la participation de la maladie et des traitements. Donc sur cette part, je suis pas inquiète et j'aimais bien la fin de la question. C'était ça que je voulais dire. Mm.
Et moi, enfin, j'aurais tendance à ajouter que la maladie, elle invite souvent à revenir à l'essentiel. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu au travers de beaucoup d'échanges avec des patients, que la maladie est un peu comme un tsunami qui va venir bouleverser beaucoup de choses, à la fois physiquement et émotionnellement, qu'on a un corps qui d'un coup change, qui d'un coup nous trahit, qui d'un coup réagit et évolue d'une manière qu'on ne comprend pas, qu'on ne contrôle pas, qu'on n'anticipe pas. Et quand on rajoute à ça la fatigue, les angoisses, les doutes, comme disait Sébastien, comme disait Fanny, bah, ça fait beaucoup en fait. Ça fait beaucoup à avoir sur les épaules, ça fait beaucoup à transporter, à amener avec soi jour après jour. Et donc se laisser tranquille, en fait, de pouvoir s'écouter soi-même, de pouvoir prendre un temps de respiration et se dire, c'est OK, je suis malade et cette maladie, bah, elle va impacter plein de pans de ma vie, y compris ma vie intime et sexuelle, mais c'est pas pour toute la vie. Moi, je pense vraiment personnellement que c'est un temps donné, mais que on peut renouer beaucoup de choses. Et surtout, et ça, c'est vraiment un fil rouge qu'on a avec Fanny depuis le départ, c'est de vous inviter à communiquer, à en parler, et principalement avec votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, en toute vulnérabilité, voilà, de parler, vous, en tant que patient, de votre image qui a changé, de l'autre, de son désir, de vos besoins aussi, et surtout d'entendre ce que l'autre a à dire, effectivement, de tous les changements qu'ont induit la maladie, et puis peut-être d'autres choses que vous n'avez pas en tête et qui aussi sont des freins pour eux, peut-être en termes de fatigue aussi, ou en termes de charge mentale, ou en termes voilà, de sujets X ou Y, de travail, que sais-je. Et effectivement, dans cette vie santé sexuelle, santé intime, c'est quelque chose qu'on construit ensemble à deux. Et donc, de pouvoir construire au travers voilà, d'un chemin qui est peut-être là, ponctué d'embûches à cause de ce cancer, bah, c'est de poser les sujets ensemble. Et je finirai juste avec cette notion que Sébastien abordait de ce besoin de tendresse, de douceur, sans forcément parler de sexualité euh, pénétrative, mais d'être dans ces moments de douceur, on ralentit le rythme, on se retrouve tous les deux, juste une étreinte peuvent changer beaucoup de choses et apaiser beaucoup le corps et le cœur. Et donc voilà, réapprivoiser toute cette intimité, ça peut être aussi très puissant pour un couple. Alors, si maintenant on renoue avec les quelques questions qui nous sont posées, on voit que vous êtes actifs et que vous nous écoutez, et c'est génial. Donc, on a, oui, une personne en ligne qui nous a dit, pourquoi les médecins n'en parlent pas lors de mes nombreuses consultations? J'ai eu 3 cancers, sein et poumon. Personne ne m'en a parlé, et idem pour les effets secondaires de certains médicaments anaphrodisiaques et anorgasmiques. C'est une souffrance supplémentaire, surtout si on pense être la seule dans le cas ou penser que cela vient de soi. Heureusement, je n'ai pas culpabilisé et avec mon mari de plus de 40 ans de vie commune, nous avons trouvé un autre moyen de communiquer par le contact, les câlins, les massages. Mais oui, c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on entend, pourquoi les médecins, pourquoi les soignants n'ont pas abordé ce sujet. On entend, on comprend hein, tout à fait. Sachez que c'est pas qu'ils n'ont pas non plus envie de l'aborder, c'est que déjà, donc, il y a tellement de choses, vous savez bien, hein, il y a tellement d'aspects à aborder, mais c'est que la santé sexuelle, on s'y intéresse pas non plus depuis extrêmement longtemps dans les pathologies chroniques. Et on a des fois des carences dans nos formations initiales. Donc, c'est pas évident pour un professionnel qui n'a pas une formation spécifique dans la sexualité de se dire, mais si je l'aborde avec mon patient, si j'ouvre cette porte et qu'après j'ai des questions, je dis quoi? Et ça, moi, je sais que j'ai beaucoup de soignants qui me disent, hein, parce que je fais de la formation beaucoup, et qui sont en demande, hein, ils sont en demande, ils se forment, hein, les professionnels, hein, ils veulent répondre à ces questions-là parce qu'ils ont envie de vous aider. Mais quand ils n'ont pas les réponses, moi je comprends aussi qu'ils n'osent pas l'aborder. Donc là, on essaye, on rattrape notre retard, si on peut dire retard sur le sujet, mais on ne peut pas être sur tous les fronts, hein. Donc là, on rattrape ce retard. Je pense que les soignants l'aborderont beaucoup plus facilement après. Quand on aura récupéré ce retard, il faut que dans les formations, on injecte la santé sexuelle. C'est ce que l'on fait actuellement. Mais c'est pas évident. On forme les gens sur le terrain pour qu'ils puissent aborder avec vous euh, ces, euh,
c'est problématique pour vous donner des conseils. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je me mets toujours à la place des collègues, d'un médecin qui va dire, vous savez, vous pouvez avoir des problèmes sexuels, et puis après, bah, ah bon, quoi? Et puis, bah, je sais pas. Donc, c'est pas évident. On n'a pas envie de dire je sais pas à notre patient. Donc, du coup, bah, c'est vrai. Pour l'instant, on voit des professionnels qui l'abordent et des professionnels qui ne l'abordent pas encore, mais je pense que ça va bien évoluer et après, on l'abordera tous. Très bien. Fanny, tu as quelque chose à rajouter ou... Non, très bien. Ok. Alors, je vois un message. Alors, Pamela nous dit, en traitement d'hormonothérapie, est-ce que la sécheresse vaginale est un effet secondaire? Ah mince. Est un effet secondaire obligé. Quels sont les pourcentages de personnes qui vont connaître cela? 100%, 70%. Oh là, alors là, j'ai pas de notion, pardon, sur les pourcentages. C'est fréquent, ça c'est une certitude, parce que forcément, il y a un manque d'imprégnation hormonale au niveau du vagin qui va se faire. Donc, on rencontre des sécheresses vaginales. Après, il y a des patientes qui... Vous savez, c'est comme j'ai envie de dire, des fois, c'est un peu comme la ménopause, quoi. La ménopause, toutes les femmes ne réagissent pas pareil. Donc, il y a des femmes qui, ça va être vraiment très difficile, la privation en hormones. D'autres, le corps va s'adapter. Moi, je sais que forcément, si je suis biaisé sur ça, parce que moi, une patiente qui vient me voir, elle a un problème sexuel, elle vient pas me voir pour me dire ça va. Donc, je vous dirais que toutes mes patientes qui viennent me voir avec une hormonothérapie amènent cette difficulté de sécheresse vaginale. Donc, je peux dire que c'est fréquent. De là à vous dire à un pourcentage, je suis désolé, je n'en ai pas moi personnellement en tête, mais c'est quand même quelque chose de relativement fréquent. On utilise, moi je recommande très fortement, et c'est ce qu'on recommande, on voit des études, hein, les dernières qui ont été faites sont vraiment intéressantes sur l'utilisation de topiques locaux, c'est-à-dire des non hormonaux, hein. C'est-à-dire des hydratants qu'on va pouvoir utiliser qui, en dehors de la sexualité, qui peuvent aider, hein, ça ne fait pas des miracles non plus, mais qui peuvent aider pour la lubrification vaginale, et puis d'utiliser des huiles ou des lubrifiants pour les rapports sexuels, hein. Mais c'est sûr que quand on prive les hormones sexuelles, on a un impact sur le vagin et la muqueuse vaginale. Très bien. Bon, bah, Fanny, Ouais, ouais, on ouais, est les sur un statistiques, sujet un peu technique là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. ouais. Là, Alors, je- je vois, il y a effectivement aussi Malika qui nous a écrit en nous disant, bonsoir, la libido pour moi impossible pendant les traitements lourds, maintenant amputé. Traitement plus léger, certes, mais pas de partenaire fixe de toute façon. J'ai mis une croix dessus. Donc, Ouais, bah, après, voilà, après c'est des fois, et puis des fois c'est peut-être aussi des moments. Moi, je vois des patients qui me disent, bah là, c'est terminé la sexualité, puis après on rencontre quelqu'un, et puis il y a des sentiments qui sont là, et puis peut-être là une autre forme de sexualité, ou peut-être une sexualité qui revient classiquement. Genre, moi, ce que je dis, de toute façon, notre sexualité, notre vie intime, elle évolue tout au long de notre vie, on s'adapte, hein. Elle n'est pas la même qu'à 20 ans, et je pense pas que ça soit top, hein, quand des fois on me dit oh, j'aimerais bien récupérer, retrouver ma sexualité de mes 20 ans. Peut-être, mais peut-être qu'il y avait quelque chose de plus physique, mais des fois en vieillissant, la sexualité elle est super sympa aussi. Il y a une grande résonance émotionnelle, on se connaît, on se découvre. C'est dans la vie de tous les jours déjà, je pense que la sexualité, il y a des hauts, des bas, ça évolue. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, c'est ce que vous pensez, et puis moi je force personne, attention, on fait comme on a envie, hein, donc on va pas se dire ah si, il faut une vie sexuelle. Mais on s'écoute et puis peut-être qu'un jour ça reviendra, peut-être pas. Et voilà, mais j'entends, hein, merci beaucoup pour ce témoignage, hein, mais on l'entend aussi régulièrement, ça. ouais. Entièrement d'accord. Et c'est peut-être aussi un peu comme ce sujet qu'on disait tout à l'heure, de revenir à l'essentiel. Et peut-être que votre essentiel aujourd'hui, Malika, n'est pas là-dessus et que vous avez besoin de prendre soin de vous et de traverser les épisodes médicaux que vous traversez là. Et puis, il s'agit aussi de rencontres, hein, comme disait Sébastien. Encore une fois, hein, une intimité, une sexualité, ça se vit à deux. Et voilà, peut-être que pour l'instant, il n'y a pas forcément eu la rencontre qui a permis d'eux. Mais peut-être que ce sera demain au détour d'une rue, on ne sait pas. Donc, chaque jour l'un après l'autre. Et effectivement, on entend voilà, qu'il y a une sorte de paix pour l'instant avec ce status quo. Et puis, encore une fois, chaque jour est différent. Je vois dans les questions que Pamela demandait, est-ce que le sport est un stimulant pour la libido?
Alors, l'activité physique, en règle générale, oui, c'est-à-dire que ça apporte un mieux-être et puis ça stimule bien l'organisme, hein. On est fait pour bouger, il faut bouger. Attention à pas non plus que ça soit excessif, parce que si on se fatigue avec le sport vraiment à outrance, hein, ceux qui donnent à fond, bah, des fois peuvent sentir leur libido chuter, hein, parce qu'il faut se reposer. Mais c'est vrai qu'avoir une activité physique régulière, ça a tendance à booster en fait beaucoup de sécrétions hormonales, hein, pas que sur la libido. Ça apporte un mieux-être. La tête se sent plutôt bien, beaucoup de sécrétions intéressantes et la libido peut vraiment s'améliorer. Mais voilà, des personnes, ça va, ils vont le ressentir quand ils font de l'activité physique, ils ont une meilleure libido. Et puis d'autres qui vont dire, bon, moi, ça me fait pas des... Je peux vous dire qu'à 100%, oui, allez-y, faites de l'activité physique, ça remonte. Si ça vous aide, oui, c'est très bien, hein, et c'est un tout. C'est un tout, il y a beaucoup de choses en fait. Mais le bien-être, c'est important pour le désir sexuel. Quand je me sens bien, quand je suis bien dans mon corps, quand je suis bien avec la personne, quand il n'y a pas trop d'angoisse. Voilà, c'est vrai que c'est plus facile pour le désir sexuel de s'exprimer. Super. Pendant ta réponse, Sébastien, Malika a complété l'échange en disant oui, mais difficile d'être à l'aise avec un corps amoché. Mm. Un petit Oui, point. oui, c'est vrai, hein. Ce que nous renvoie le miroir, des fois, c'est pas facile. On se reconnaît plus, on est abîmé, ça c'est sûr. Oui, le corps qui change, c'est compliqué de s'accepter. Je pense que c'est important de faire ce travail de réappropriation de son corps, à la fois un travail psychologique et un travail au niveau de son propre corps pour essayer de retrouver des liens plus amicaux avec soi-même, parce que c'est pas simple, hein, quand si on s'aime moins de se dire qu'on peut être aimable, hein, que se dire quelqu'un d'autre va me désirer, va m'aimer. Des fois, ça, moi je l'entends beaucoup. Faut aussi faire confiance en l'autre, hein, quand on nous dit qu'on est belle, qu'on est beau, bah faut le croire aussi, hein, faut pas avoir que son propre regard des fois qui est un petit peu difficile. Mais oui, j'entends tout à fait, hein, je ne vais pas dire que c'est facile, les cicatrices, les amputations. La peau, la silhouette qui change, les cheveux, oui, c'est vrai. Bien sûr que ça en fait partie parce que dans la sexualité, on a bien entendu ce- cette capacité de séduction qui est présente, qu'on a formatée. Et puis la maladie, bah, ça vient bouleverser, ça met à mal tout ça. Et des fois, c'est très, très difficile dans sa sexualité. Fanny, est-ce que tu veux compléter de ton regard là-dessus? Pour rebondir un peu sur ce que disait Malika, c'est vrai que, et comme le disait très justement Sébastien, notre corps, il n'est pas en plastique, c'est pas un objet en plastique inanimé. Il véhicule, moi je dis souvent que c'est comme un vaisseau, quoi, un vaisseau qui nous amène du début jusqu'à la fin et qui se transforme et sur lequel est un peu gravée notre histoire. Évidemment, la maladie du cancer est sans comparaison avec je sais pas, un accident de la route, une grossesse, une ménopause, une cicatrice de césarienne, des vergetures, quelqu'un en surpoids qui ensuite maigrirait. Mais voilà, le corps, il porte toutes ces cicatrices, ces stigmates, ces marques du temps qui passe et de l'histoire personnelle de la personne. Et même si évidemment une cicatrice de cancer, c'est difficile, c'est douloureux et ça nécessite de la communication avec un futur partenaire en amont. Je pense que ça, c'est assez important pour pouvoir être à l'aise dans son corps. Et la sexualité, bah, c'est un peu finalement la même chose. Il y a des moments où on est à fond et il y a des moments où on l'est pas. Même en dehors de la maladie, la grossesse, la ménopause, les interventions chirurgicales, quelles qu'elles soient, un problème de travail, un licenciement, une rupture sentimentale, finalement, quand on prend du recul et qu'on ne pense pas que au cancer et que en tant que patient, on a plein de moments où notre libido, où on se dit je mets une croix dessus, j'ai plus envie. Et puis en fait, bah, parfois ça revient pas. Donc je pense qu'il faut essayer de pas trop se focaliser en fait et en faire une affaire d'État parce que c'est lié avec la maladie du cancer. Parce que si on regarde bien, c'est lié aussi à d'autres moments de vie. C'est juste ça que je voulais dire. Mm. Et j'aurais envie aussi de rajouter juste euh, d'être douce avec vous-même, Malika. Voilà, enfin, cet épisode de vie, vous l'avez pas choisi, cette maladie, elle vous est tombée dessus
sans que vous l'ayez demandé. Et comme disait Fanny, voilà, il y a plein d'événements qui viennent nous bousculer au cours de notre vie. J'aurais envie ouais, de vous inviter à à de la douceur, effectivement, être à l'aise avec un corps amoché, oui, mais quelque part, comme Zéphanie, on a tous des cicatrices qui sont plus ou moins visibles et pouvoir prendre le temps de se réapproprier cette image dans le miroir qui change et qui change, qui là a été changé à cause de cette maladie, de pouvoir voilà, essayer de rabibocher le lien que vous avez avec votre corps et d'être bien avec vous-même avant tout. Ce sera d'abord un atout pour la suite et pour potentiellement derrière laisser l'espace à quelqu'un d'autre de pouvoir rentrer dans la danse et de pouvoir mener un bout de chemin avec vous. Moi, c'est en tout cas ça qui me vient quand je vous lis et donc je vous envoie plein de messages. Si on reprend les messages, décidément, vous êtes très actifs et ça fait plaisir à lire. Là, je vois un message de Claude qui nous dit, il m'a été enlevé la prostate en même temps que la vessie sans me prévenir des conséquences. J'ai encore envie, mais je ne sais plus. Mais je ne sais plus, mon épouse difficile à comprendre et elle ne me reconnaît plus. Ah oui, là, c'est pas évident. Alors, c'est vrai, quand on retire la prostate, hein, s'il y a une prostatectomie qui a été effectuée, on perd en plus la capacité à éjaculer, qui des fois n'est pas simple, hein, pour l'homme. On prive ça. C'est pas, on perd pas la capacité de plaisir, hein, dans la sexualité, on l'a toujours, mais on perd cette capacité éjaculatoire. Psychologiquement, c'est pas simple des fois pour l'homme et pour la partenaire, pour la femme. Ça altère, il y a des dysfonctions érectiles, donc ça, qui sont en plus des fois majorées par des angoisses, hein, par cette angoisse de performance, se dire mais mince, je vais pas y arriver. On a des traitements, hein, pour la dysfonction érectile, on peut aider. Si dans le couple, il y a des difficultés de communication, je vous encourage quand même à consulter, ne serait-ce que d'aller faire une consultation à deux avec soit un thérapeute de couple si on veut dans la discussion. Le sexologue, en plus, il pourra apporter plus son regard sur la problématique sexuelle et vous conseiller sur des conduites à tenir, des thérapies comportementales que l'on peut mettre en place, hein. Parce que moi, des patients sont atteints de cancer de prostate, bien sûr, j'en vois toutes les semaines. Euh, c'est remettre le dialogue, peut-être la sexualité de l'avoir des fois différemment, c'est-à-dire plus. C'est pas parce que l'érection ne sera pas là, parce qu'il y a une dysfonction, une atteinte, que je ne te désire plus, je ne suis plus excité par toi. Ça, c'est important de le dire. Je t'aime, tu m'excites toujours. Dans la tête, j'ai envie de toi, mais par contre, ça ne répond pas, hein. J'y suis pour rien. C'est l'organe, c'est un organe sexuel, la prostate. Quand on la retire, on fragilise fortement la fonction érectile. Et des fois, ça nécessite même une rééducation de cette fonction érectile, qui va prendre un petit peu de temps, mais et qui va demander un petit investissement, de la part des exercices à faire, de la communication. Mais c'est vrai que si la communication est compliquée, moi je vous encourage. Alors, j'aime bien des fois donner des petits conseils sur l'écriture parce que des fois quand on communique face à face, on se coupe la parole, on a du mal à s'écouter complètement, on a peur de blesser l'autre. L'écriture, ça peut permettre de dire ce qu'on ressent, de ses difficultés, de ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et puis l'autre, quand il va le lire, il a du temps pour le lire. On s'en va, ça laisse réfléchir. Alors, et puis après, on peut plus facilement mettre une communication en place, mais c'est central dans la sexualité, la communication, hein. C'est pas accessoire en fait, hein. Je pense que pareil, beaucoup de couples vivent une sexualité. Donc, quand tout va bien, on la vit. Ça se passe plutôt bien. Et quand il y a des petits accidents de parcours ou des gros accidents de parcours, hein, parce que le cancer, c'est pas un petit accident, et bien après, comme on communique pas, on a du mal à dire. Et la sexualité, elle elle n'est plus comme avant. Elle sera jamais sûrement comme avant, on change, hein, dans la vie, donc elle sera pas forcément, elle viendra pas comme avant. Mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus, et puis il y a des croyances à travers les non-dits. Si je dis pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, j'imagine ce que l'autre pense. Il n'y a rien de pire que d'imaginer ce que l'autre pense, hein. C'est bien de lui demander, comme ça c'est plus facile, hein, de savoir ce qu'elle pense plutôt que de croire que ce qu'elle pense. Mais ça, c'est vraiment fondamental. Et si c'est compliqué, n'hésitez pas à consulter pour que quelqu'un vous aide, en fait, hein, à remettre du dialogue. Et vous allez voir, parce que des fois, on va accentuer le problème dans les non-dits. Et puis, ça va prendre de l'ampleur à quelque chose qui aurait pu être réglé très rapidement, en fait, hein. Donc, n'hésitez pas. Fanny, est-ce que tu souhaites compléter la réponse de Sébastien? Still interesting just to compare. And there's another one. Ah, Fanny, on t'entend pas. I didn't receive the Non, on second t'entend one. pas.
On en parle. Du coup, je vais enchaîner et puis on va voir ce qui se passe. Moi, ce que j'aurais juste souhaité rajouter dans ce que disait Sébastien, c'est que j'entends une sorte de culpabilité, de poids, de pression, de doute, effectivement, ou même d'angoisse qu'on peut se mettre à vouloir garder une performance ou à garder une intimité avec son conjoint. Et là encore, la communication est clé, comme le disait très justement Sébastien. Et c'est vrai que même se faire accompagner d'un thérapeute ou d'un sexologue peut grandement vous aider à la fois à renouer le dialogue si c'est difficile de trouver les mots et de poser les mots avec votre partenaire et de, de vous permettre de mieux comprendre et d'appréhender ce qui se joue et les solutions existent, dont vous n'avez pas forcément conscience, mais que le thérapeute ou le sexologue peut effectivement mettre en lumière pour vous. Et ça, effectivement, je trouve que c'est très évident dans ce que nous partage Sébastien euh, pour pouvoir vous accompagner, puisqu'effectivement, voilà, c'est son métier et effectivement, lui a les clés, les clés de lecture et la perspective pour bien comprendre. Fanny, est-ce que tu souhaitais compléter sur le témoignage de Claude? Ça y est, ça fonctionne, je pense. Vous m'entendez? Mais je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Très bien. Ça me reviendra. Très bien. Donc, je vais enchaîner avec, on a trois commentaires, trois partages qui sont vraiment en lien avec le désir. Donc, on a d'abord un témoignage anonyme qui nous dit: Bonjour, j'ai un cancer triple négatif avec une mastectomie et des traitements de chimiothérapie et immunothérapie et radiothérapie. Ma vie sexuelle a été mise de côté pendant les traitements et depuis la fin des traitements, libido presque nulle. Je n'ai plus envie et je culpabilise de ne pas pouvoir plus partager ces moments avec mon mari. Oui, On alors ça, a... c'est aussi également Vas-y, vas-y. très, très fréquent. Euh, j'ai envie de dire culpabilisez pas, c'est facile à dire, hein, attention quand je dis ça, mais c'est vrai que la culpabilité va pas aider parce que vous rentrez dans un cercle vicieux en faisant ça, hein, bien sûr. Je ne dis pas que vous n'y peut rien, attention. Mais la libido, oui, elle a chuté, le désir sexuel aussi, parce qu'il y a tout ce qu'on a dit, les angoisses, la fatigue, enfin tout ce que on a pu énoncer depuis le début. Moi, je vous donne quelques petits conseils pour essayer de rebooster en fait ce désir sexuel qui fonctionne plutôt pas mal. C'est-à-dire d'essayer déjà, et si ça fonctionne pas, bah, d'aller voir après un sexologue hein, pour essayer de travailler ça, de voir ce qui bloque, hein, parce que nous, notre travail, c'est d'aller voir où ça bloque en fait. Hein. Mais déjà, moi, je conseille les lectures érotiques. Vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte? Ça fonctionne plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que la lecture va forcer notre tête à créer des images. Si je lis du romantisme, de la sexualité, ce que j'aime, faut trouver ce que j'aime moi, pas ce que le voisin aime. Ah, là, à un moment donné, il y avait les 50 nuances de grès, là, les anges se jetaient dessus. Si j'aime pas, je lis pas ça. Si j'aime, je lis. La tête va faire des images. Et en fait, je dis toujours, moi, c'est que la- le désir sexuel, enfin, la fantasmatique les pensées sexuelles, c'est, alors là, bon, on est en deux transitions, mais on va dire, allez, on va prendre l'été, c'est les braises du barbecue. Si je veux avoir des flammes, il faut que j'ai de la braise. Si je veux avoir une excitation, là, ça me prend, j'ai envie de toi, il faut qu'il y ait un fond sexuel. Et le fond sexuel en nous, c'est quoi? C'est la fantasmatique. Si je ne pense plus du tout au sexe, si j'ai plus de fantasmes qui arrivent, si j'ai plus de pensées comme ça qui me titillent, bah, c'est sûr que ça va être compliqué. Et comment je déclenche ça? Eh ben, la salle à lecture, c'est vraiment pas mal. Les massages, la masturbation, si on aime ça, on se force pas. Si on n'aime pas ça, bien entendu, je force personne. Mais si on aimait ça, peut-être que bah, si on sent quelque chose, on lit, on sent une petite excitation, je ne culpabilise pas si je me masturbe. Parce que ça, des fois, j'ai des patients qui me disent, ah, je me suis masturbé, on n'a pas de rapport sexuel, pourquoi je fais ça? Ben non, c'est super. Ça relance en fait, ça relance le désir. Parce que si je reprends du plaisir seul, je vais avoir envie d'avoir du plaisir ça va augmenter mes fantasmes et je vais avoir envie de l'autre, etc. C'est à tester. Franchement, de tester, d'insister un petit peu sur les lectures, ça, c'est pas miraculeux, ça prend pas comme ça, mais au bout de quelques jours, quelques semaines, on va sentir que ça va titiller un peu. Si l'envie est là, je me caresse, je me masturbe. Si j'ai envie de l'autre, on se touche, etc. Si vraiment, au bout de plusieurs semaines, vous essayez ça un mois, 2 mois, il n'y a rien qui se passe, il faut consulter parce que là, il y a quelque chose qui bloque. Et le sexologue, il va aller chercher un petit peu ce blocage, hein, et puis déconstruire ça, travailler avec vous, essayer de trouver des solutions. Mais ce témoignage est extrêmement fréquent.
Il n'est pas anecdotique, hein, il est extrêmement fréquent. Fanny? Non, mais en complément, alors je vois que Françoise, effectivement, elle a plutôt essayé et qu'elle nous dit qu'elle a essayé. Bon, ça fonctionne pas à tous les coups, mais là où tu as vraiment raison, Sébastien, et c'est ce que je dis également en consultation, c'est qu'en fait, ben, il y a 50 nuances de gris, comme tu viens de le dire, et c'est pas du 0 ou du 100 le désir. C'est pas. Et en fait, on repart un peu dans cette. C'est un peu comme de la thérapie comportementale. On va s'exposer au fur et à mesure, tout doucement, à ce que le désir revienne ou pas, hein, ça peut fonctionner comme ne pas fonctionner, mais on va pas directement de rien du tout, j'ai plus de désir, j'ai plus de libido, à j'essaye d'avoir un rapport sexuel avec une pénétration Mm. vaginale. Et il est probable que ça ne fonctionne pas. Donc, comme tu le disais, Sébastien, se réapproprier son corps, se masser, se toucher, se masturber, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, c'est pas grave, on réessaye. Des vidéos érotiques, pornographiques, des lectures, l'imagination aussi, faire travailler son imagination, parce que peut-être il y a des rêves érotiques la nuit qui peuvent revenir. Enfin voilà, finalement, c'est s'exposer progressivement à quelque chose que l'on a perdu et que, en quelque sorte, en plus, on craint parce qu'après, il y a un blocage psychologique qui se fait. Donc, du coup, il faut vraiment trouver des espèces de steps, de marches, petit à petit, pour remonter vers une activité sexuelle plus classique, et encore, il n'y a rien de classique. Mais, et puis, en effet, bon, bah, parfois, ça ne fonctionne pas, et donc, il faut aller plus loin et rechercher d'autres causes, quoi. Mais il ne faut pas le voir en tout noir et tout blanc. Ça, c'est hyper important, je trouve. Ouais, complètement. Ouais, merci beaucoup à tous les deux. Vous apportez là beaucoup d'outils et beaucoup de possibilités. En tout cas, j'espère que vous, patients, avez pu vous saisir de certaines des suggestions. Ce live est enregistré, donc vous pourrez revenir en replay et réécouter à nouveau les réponses qui sont apportées ce soir. Donc voilà, à nouveau, ces conseils, vous ne les perdez pas, ils pourront être reconsultés par la suite. Et j'espère que pour les deux autres témoignages qui ont été aussi associé au désir. Donc, il y a une personne qui me disait, je suis en rémission du cancer du sein et je n'ai vraiment plus envie d'avoir des rapports sexuels avec mon partenaire. Et une autre personne qui nous disait, oui, mais si la libido ne revient pas après, devons-nous consulter si ça gêne le conjoint? Il me semble que à nouveau Sébastien et Fanny ont plutôt répondu à ces sujets-là. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aviez d'autres questions. Euh, et voilà, à nouveau, on est toujours autour des mêmes sujets, hein. Donc, cette intimité, ces questions-là, voilà, cancer, pas cancer, c'est de toute manière un sujet qui est délicat, qui est intime, dans lequel on doit se retrouver en état de vulnérabilité. Ce n'est pas forcément simple tout le temps. Donc, à nouveau, beaucoup de douceur. Déchargez-vous, délestez-vous de cette culpabilité que vous vous mettez sur les épaules. Il y a déjà bien d'autres sujets à gérer en ce moment en tant que patient. Et donc, d'avoir cette douceur envers vous-même et envers votre conjoint, je pense que ça peut aussi apaiser beaucoup de choses pour chacun, chacune. Dans les questions, alors, on a effectivement Stéphanie, j'ai oublié de le mentionner, mais je vais le mentionner maintenant. On a Stéphanie qui nous rappelle que Rose Magazine et la Fondation ARC ont réalisé un livret qui s'appelle Préserver sa sexualité, qui propose des repères et des solutions sur la préservation de la vie sexuelle pendant et après la maladie. Il est gratuit et téléchargeable, donc on va vous partager le lien dans le chat grâce à Sarah et on le mettra également dans le mail pour qu'effectivement vous puissiez avoir aussi ces éléments de réponse. Euh, c'est une ressource de plus que vous pouvez avoir à votre disposition. Et donc, merci Stéphanie de nous l'avoir rappelé. Euh, on a Hélène qui nous écrit et qui nous dit, est-ce que ce manque d'envie peut signifier qu'inconsciemment, on n'essaie pas de protéger son corps? Hein, après, c'est difficile de répondre comme ça. Un manque d'envie, un manque de désir sexuel peut signifier tellement de choses. Nous, on peut le travailler
dans un entretien clinique en allant chercher peut-être ce que ça peut cacher. Et il y a tellement de choses, hein. Psychologiquement, on l'a dit, hein, vraiment, le premier organe sexuel, c'est notre tête, hein. Donc, ça peut provenir de beaucoup de choses. Peut-être se préserver, peut-être que la sexualité, eh ben, aujourd'hui, c'est cette forme-là, je ne l'aime plus. Ça peut être tellement, tellement de choses que répondre comme ça, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non, j'ai envie de dire peut-être. En fonction de chacun, de chacune, euh, c'est pas parce que je vais vous dire, allez, 10 personnes qui ont eu les mêmes cancers, les mêmes traitements, les 10 n'ont plus envie de sexualité aujourd'hui, je peux vous trouver 10 origines différentes. Voilà. Donc c'est ça en fait l'idée, c'est que c'est très complexe comme ça de vous donner des réponses bien précises et que j'oserais pas. Et puis Fanny, je pense que c'est pareil, qu'on veut pas vous dire c'est ça et en fait vous allez vous retrouver à tester et vous dire bon bah il nous raconte n'importe quoi, c'est pas ça. Et on n'est pas là pour ça, on est là pour dire que ça peut venir de beaucoup de choses et que chaque cas est quand même différent. On a des choses qui reviennent, bien entendu, mais chaque personne a... Pourquoi? Parce que tout le monde a une vie différente, tout le monde a une sexualité différente. Hein, on parle de sexualité, on devrait constamment parler des sexualités. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une forme de sexualité, il y en a tellement. Et même nous-mêmes, quand on n'a pas les mêmes partenaires, on n'a pas forcément la même sexualité. Déjà, on s'en rend compte. Et dans toute notre vie, on n'a pas la même sexualité. Donc, c'est difficile de vous dire, oui, ça provient de ça, comme ça. Et même en consultation, vous savez, c'est rare que je dise à une personne, c'est sûr, c'est ça. Moi, je sais. Vous, vous savez pas, moi, je sais. Maintenant, en fait, c'est vous qui pouvez trouver, on peut vous aider. Et des fois, on ne trouve pas forcément. Et puis, est-ce qu'il faut améliorer? J'ai vu tout à l'heure, est-ce qu'il faut absolument consulter quand le conjoint a envie, est en demande? Mais est-ce que déjà vous, vous avez envie? Est-ce que ça faut que ça vienne aussi de vous d'abord? Et peut-être que oui, ça peut être intéressant. Moi, je ne force pas la consultation, mais si vous sentez que c'est un problème, qu'il y a des questions, qu'il y a des choses à poser, des choses à comprendre, bah oui, allez-y, demandez un rendez-vous. Consultez un professionnel qui va pouvoir vous aider à voir un petit peu peut-être plus clair, à vous guider, plutôt que de laisser s'envenimer une tension dans le couple, alors qu'il y a des fois, vous savez, quand on a des problématiques sexuelles, eh bien, on se focalise tellement sur ça qu'on en oublie tout ce qu'il y a de bien autour dans notre couple. Et il y a tellement de choses, des fois, qui sont belles et qui sont très, très bien. Mais vous savez, voilà, quand ça arrive dans le couple, on se focalise sur ça et on se dit ça va plus. Mais il ne faudrait pas qu'une difficulté sexuelle mette en danger votre couple alors qu'il y a de très belles choses autour. Vous voyez? Donc, il y a tellement de possibilités que comme ça, c'est dur à répondre. Fanny, est-ce que tu souhaites compléter la réponse de Sébastien? Non, je suis complètement en phase. Là, vraiment, pour moi, il y a autant de sexualité que de personnes. Comme on dit souvent, il y a autant de cancers que de personnes d'ailleurs, et que de personnes qui en souffrent. C'est super difficile de répondre à un patient sur pourquoi il va y avoir toujours de la comparaison. Ah ben mon voisin il a eu ce cancer là avec ça et il n'a pas eu ce traitement là, ou alors il lui est arrivé ci donc il va m'arriver ça, exactement, etc. Donc déjà le cancer en tant que tel, il y a autant de cancers que de personnes qui en souffrent, je pense. Et alors les sexualités, comme tu le disais très bien Sébastien, c'est la même chose. Donc c'est à la fois on essaye à la fois de pas être trop générique pour répondre aux questions, et en même temps il faut qu'on soit prudent parce que la sexualité, c'est de la naissance jusqu'à la mort et ça dépend de l'histoire personnelle. Et il y a autant d'histoires personnelles que de personnes. Tout à fait. Donc voilà, Hélène, en tout cas, on espère que ces éléments vous permettent de trouver des pistes de réponse, en tout cas à votre question. Beaucoup de douceur aussi vers vous pour cette notion de protéger son corps. Voilà, c'est peut-être pour vous votre lecture de la situation et effectivement, pouvoir consulter vous permettrait peut-être de comprendre aussi ce qui se joue pour vous. En tout cas, effectivement, très aligné avec ce qui vient d'être dit. Je vois l'heure passer, il est déjà 19h25, donc ce que je vous propose, c'est de prendre une dernière question et puis on arrivera sur quelques mots de conclusion de la part de chacun. On a Stéphanie qui nous demandait, auriez-vous un avis sur le yoga hormonal? Je ne connais pas. Je suis désolé. Moi non plus, je ne connais pas. Je suis désolée, vraiment, ça ne me dit rien du tout. Alors moi, j'en ai entendu parler et effectivement, c'est très clivant, c'est très décrié. Il y a des points de vue autant positifs que négatifs sur le sujet, d'outre-Atlantique comme en Europe.
Donc, j'aurais tendance à dire prenez ça avec des pincettes et surtout parlez-en avec votre équipe soignante, de venir interroger ce que ça peut venir travailler chez vous. Quand j'entends hormonal, pour moi, il y a aussi des sujets par rapport à ce que vous vivez, au traitement que vous recevez actuellement. Donc, à nouveau, le conseil qu'on apporte souvent, c'est de tournez-vous vers votre équipe soignante. Ils seront à même de pouvoir vous guider et de pouvoir vous recommander ou non d'explorer un peu plus en détail cette pratique encore assez nouvelle. Euh, on va du coup arriver au terme de ce rendez-vous. Alors, plusieurs petites choses. Donc, notez que le prochain rendez-vous sera le 19 mars et ce sera une édition spéciale autour des pensées de la résilience, qui est une nouvelle collection de contenus que nous allons proposer chez Résilience. Le lien d'inscription vous sera partagé dans l'email de replay à venir. Si vous souhaitez continuer à explorer ce sujet de la santé sexuelle et santé intime, dans la bibliothèque au sein de votre application Résilience, sachez qu'il existe également la catégorie Préserver sa vie intime qui peut compléter les éléments discutés ensemble ce soir. Euh, Là, je vais inviter mes deux experts du jour à chacun conclure en quelques mots. Et comme d'habitude, nous partagerons, comme à chaque fois, quatre petites questions de sondage pour collecter vos retours. Sébastien? Donc, bah, déjà, merci beaucoup hein, pour ce moment très agréable d'échange. Et puis, oui, envie de dire juste que sur la sexualité, des fois, peut-être on se met un petit peu trop la pression sur ce que devrait être une sexualité, ce que doit être, un couple qui s'aime, ça fait l'amour, beaucoup de choses, beaucoup de croyances autour de la sexualité. J'ai envie de dire, écoutez-vous, de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est pas ce que vous aurez besoin demain, mais aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? Est-ce que la sexualité est fondamentale d'une forme de pratique? Est-ce que vous avez besoin de tendresse? Est-ce que vous avez besoin de prendre du plaisir, de partage, de besoin d'amour? En fait, moi, je pense qu'on s'oublie des fois. Dans la sexualité, on a tendance à s'oublier pour soit répondre à des attentes de l'autre, des attentes, cet inconscient collectif, un peu, cette vision de la société qui est très sexualisée. On a du sexe partout, 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 n'importe comment, même des fois, j'ai envie de dire. Écoutez-vous, faites comme vous avez envie. Votre vous-même, votre couple, si vous êtes en couple, et voilà, c'est vraiment le principal. Oui, tu as raison, Sébastien. C'est vraiment c'est un des grands paradoxes de la sexualité, c'est qu'on en parle partout tout le temps et qu'en même temps c'est très tabou, quoi. Et du coup, ça nous place dans un positionnement, oui, de pression, de il faut, je dois, toujours, des injonctions comme ça permanentes. Et donc, je te rejoins parfaitement. Et peut-être, évidemment, je prends ma casquette de psychiatre. Quand il y a des soucis de libido, de désir, de sexualité, bah, ne négligez pas, creusez aussi un petit peu la piste de la participation psychologique à ces problématiques, parce que comme Sébastien le disait, même si parfois on n'a pas du tout l'impression, mais c'est multifactoriel. Donc, peut-être que vous pouvez grappiller des petits pourcents, parce qu'il y a peut-être une part de fatigue qui est justement psychologique. Il y a peut-être que vous avez un peu le blues ou vous êtes un peu triste. Peut-être que justement il y a de l'anxiété de performance et qu'un peu de méditation ou de relaxation, ça ferait du bien. Voilà. Essayez de regarder déjà sur la partie un peu psychologique s'il y a des choses que vous pourriez travailler pour améliorer. Super, merci, merci à vous deux. Moi, je rajouterais juste des mini trucs. Euh, Effectivement, c'est écoutez-vous, c'est vivez l'instant parce que depuis 10 ans que je croise bon nombre de patients sur le chemin, euh, on- le cancer ramène à une sorte d'essentiel et les essentiels à soi qui ne sont pas forcément les essentiels de notre conjoint, de nos proches, d'autres patients. Mais ce qui est juste pour vous le sera, enfin, vous permettra d'être bien. C'est connectez-vous à votre corps, à votre cœur et à votre désir. C'est votre boussole interne et construisez quelque part votre propre sexualité, votre propre intimité à vous, avec douceur et simplicité. C'est là effectivement les mots qui ont été répétés maintes et maintes fois encore ce soir. Et vous arriverez à trouver le chemin un jour l'un après l'autre. En tout cas, moi j'ai été très heureuse de pouvoir co-animer cette rencontre avec Sébastien et Fanny.
Euh, Le questionnaire, est-ce qu'il a été bien? Le petit sondage, oui, pardon, Sophie, du coup, je te coupe. Le petit sondage, il y a 14 réponses sur 24. Il y a 10 personnes qui n'ont pas répondu. Alors, je ne vais pas dire les noms parce que je ne les sais pas, mais attention. Si vous pouvez nous aider pour répondre, pour nous, c'est génial. Ça nous aide à avancer et à essayer d'améliorer les rendez-vous. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. On espère que ce rendez-vous vous a apporté. À nouveau, je vous rappelle, le prochain rendez-vous sera le 19 mars et ce sera autour des pensées de la résilience, donc un nouveau format de contenu qu'on va vous proposer au sein de l'application mobile. On vous souhaite une belle soirée. Vous recevrez bien le replay de cette conversation si vous souhaitez à nouveau vous nourrir de tout ce qui a pu être dit ce soir. Et puis, on vous dit à bientôt sur Résilience. À bientôt. Merci. Merci tout le monde. Au Merci revoir. Sébastien. Plaisir. Au revoir. Au revoir.